c'est ce qui était génial, c'est de me dire, OK, non seulement c'est un projet entrepreneurial, c'est un projet impact qui a du sens et qui arrive à réconcilier ce qu'on n'a jamais réussi à faire, réconcilier exigence écologique et exigence économique. Au début, c'était un projet fou auquel personne ne croyait. Et on nous disait, comment est-ce que vous allez réussir à faire descendre des livreurs de leur scooter pour monter sur des vélos? Comme me disait souvent mon mentor, qui illustre bien l'idée, c'est de se dire, la ville, c'est comme la maison. On n'y rentre pas avec des chaussures sales. On laisse les chaussures à l'entrée et on met des chaussons à l'intérieur. C'est 40 millions de tonnes de CO2 en moins. Et nos vélos ont parcouru plus de 110 fois l'aller-retour Terre-Lune. C'est hyper compliqué d'être à la jonction de deux métiers très masculins. Quand on est un peu chef d'entreprise, on a envie d'être partout, d'être au courant de tout et de tout gérer. Sauf qu'on ne peut pas. La pire chose qui peut arriver pour un entrepreneur, homme ou femme, c'est d'être un entrepreneur solitaire. Bonjour, je suis Fatima, je vous souhaite la bienvenue sur le podcast de New Woman Boss, le podcast des femmes qui entreprennent. Aujourd'hui, j'accueille sur le podcast Asma Shakir Alaoui, la cofondatrice de VeliVélo, une plateforme de mise à disposition de vélos à assistance électrique. Anciennement auditrice dans le cabinet de conseil EY, anciennement Ernst & Young, pendant 9 ans, Asma a accompagné des femmes et des hommes porteurs de projets ambitieux comme Blablacar ou encore Mythique. Elle décide alors à son tour de se lancer dans l'entrepreneuriat avec son conjoint Othman et son ami Jamil. L'histoire de VeliVélo commence en 2017 avec Othman et Jamil, tous les deux restaurateurs qui livrent leurs clients en scooter thermique. Tous les trois sont d'accord, ce n'est pas le véhicule idéal pour cette activité, un véhicule coûteux, polluant et bruyant. Ils décident alors de créer leur premier vélo utilitaire, un outil de travail qui n'avait jamais été pensé pour le métier de livreur, qui livrent alors avec un véhicule qui n'est pas adapté au marché. Ils mettent alors en commun leurs compétences, celle de la connaissance du marché par Jamil et Othman et celle du management et de la finance par Asma. Le défi est de taille. VeliVélo est un projet à la fois fintech, ils proposent du leasing, hardware, ils conçoivent eux-mêmes leurs vélos, et tech avec la conception d'un logiciel de gestion de flotte. Un challenge qu'ils ont réussi à relever puisque de grandes entreprises les ont suivis et qu'aujourd'hui 4000 vélos sont en circulation. Autre défi relevé par Asma, celui de s'imposer en tant que femme dans les milieux de la logistique et de la mobilité, deux métiers masculins dans lesquels elle a dû se former. Je vous invite à découvrir une start-up qui a réussi à mettre un produit de la tech au service d'un projet plus ambitieux, celui de l'impact écologique. Mais avant de laisser place à mon invité, je voulais juste vous indiquer que durant les 10 premières minutes, il y a de temps en temps quelques bruits de travaux du côté de mon invité, mais cela n'enlève rien au message de Asma qui reste audible et je vous présente par avance mes excuses. Et avant de laisser place à Asma, merci de bien vouloir prendre une minute pour noter et commenter l'épisode sur iTunes, cela m'aide énormément et permet de mettre en lumière ces femmes au parcours unique. Je vous invite également à vous abonner à la newsletter sur le site de newwomanboss.com. Je vous souhaite une très belle écoute. C'est parti. Bonjour Asma. Bonjour Fatima. Ravie de te recevoir sur le podcast aujourd'hui. On va parler de ton aventure avec VeliVélo. Alors, tu es la cofondatrice, tu es CEO et cofondatrice de VeliVélo. Alors, c'est une start-up qui est basée à Paris et qui est en train de disrupter le marché de la livraison de repas à domicile. Vous mettez à disposition une flotte de vélos à assistance électrique. Et avant de rentrer dans les détails, est-ce que tu pourrais te présenter, nous parler un peu de ton parcours ? Alors moi c'est Asma, je suis effectivement l'une des 3 cofondateurs de VeliVélo et je suis la CEO. Mon parcours, alors initialement absolument pas destiné à le monde de l'entrepreneuriat. Je suis une ancienne auditrice et conseil. J'ai passé 9 ans chez EY et j'étais spécialisée dans les jeunes entreprises de croissance ou ce qu'on appelle le fast growing entities. Et j'ai accompagné pendant ces 9 ans plein de femmes et d'hommes porteurs de projets ambitieux, pas mal de startups dans la French Tech, type Blablacar, Mythique et plein d'autres. Ça a toujours été un monde qui m'a attirée et puis 9 ans après, j'ai sauté le pas pour le monde entrepreneurial.
D'accord, oui, j'ai vu que tu as intégré en 2015 un écosystème de start-up. Qu'est-ce qui t'a attiré un peu dans ce monde-là? Euh, c'est un monde un peu particulier, euh, dans le sens où, à la différence d'une entreprise, une start-up vient tester des marchés, euh, tester des tractions, de nouvelles solutions, de résoudre des problématiques auxquelles les entreprises classiques n'ont pas trouvé forcément la bonne réponse ou l'agilité pour le faire. Euh, donc c'est des structures extrêmement agiles, avec une force de proposition, une valeur ajoutée qui est juste incroyable, euh, et surtout enfin, qui ont des ambitions impressionnantes en réalité. Et, et c'est un peu toutes ces particularités d'agilité, de croissance exponentielle, de vouloir tester et puis avoir un échec, se relever, continuer à croire à ces projets qui m'a attiré. Et pour quelqu'un qui est dans le conseil et dans l'audit, comme je l'ai été, euh, c'est pouvoir aller toucher à plusieurs sujets en même temps. Hmm. Et être force de proposition, parce que nous, effectivement, on a le background nécessaire pour dire alors, j'ai rencontré une autre boîte qui faisait une activité similaire. Voici les dangers potentiels, les opportunités potentielles. Euh, nous donne une place à part entière dans une start-up, et c'est ce qui m'a attiré dans mon métier à l'époque. D'accord. Et justement, donc quand tu fais la rencontre des cofondateurs, donc c'est Othman et Jamil, qui sont les cofondateurs donc de Vélo. Est-ce que tu peux nous raconter un peu cette rencontre et qu'est-ce qui a fait pour toi, comme tu disais juste avant, donc tu n'étais pas prédestiné à l'entrepreneuriat, qu'est-ce qui a fait que tu as sauté le pas donc, dans ce projet et dans cette rencontre? Euh, alors, écoute, mon histoire euh, avec Vélo, elle a commencé par une promesse personnelle, et elle a Mm. abouti à un accomplissement professionnel. Othman, donc l'un des deux associés, est mon époux. Oui, Et donc d'accord. en 2017, lui et Jamil sont restaurateurs, et livrent leurs clients parisiens en scooter thermique. Sauf que mon mari, Jamil et moi, on était convaincus que c'était absolument pas le véhicule le plus approprié pour cette activité, pour de nombreuses raisons. C'est un véhicule qui est extrêmement coûteux, très accidentogène, qui génère énormément de nuisances sonores et beaucoup trop d'émissions de CO2. Ouais, très Et polluant. donc, voilà, exactement. Et donc, on a décidé de bousculer les codes, de bricoler et de monter de toutes pièces et de créer le premier vélo assistance électrique utilitaire, un Mhm. vélo de livraison qui n'existait pas auparavant. Donc, c'est clairement un besoin et un besoin terrain qui a fait naître Vélo. C'est parce que les scooters qu'ils utilisaient n'étaient absolument pas appropriés. Ils se sont posé la question dans leur vie entrepreneuriale de se dire quel est l'autre véhicule alternatif qui pourrait répondre en tout point aux exigences de la livraison. Le vélo électrique semblait être le meilleur véhicule pour le faire, euh, Mhm. parce qu'il a gagné une certaine pertinence en agglomération bondée au vu de toutes les infrastructures qui sont dédiées au vélo, donc les pistes cyclables, les voies de bus, les rues limitées à 30 km/h qu'on peut prendre dans le sens inverse. Tout ça a fait que le vélo était plus efficace, plus rapide, avec une moyenne de 18 km/h versus 15 km/h pour un scooter. Et donc tout ça mis bout à bout, on s'est dit, OK, on y va. Donc on a pensé une solution initialement pour eux, c'est-à-dire pour leur business Pour à leurs eux, besoins. Mm. voilà, exactement pour leurs besoins, qui a été pensé par eux. Et après, on s'est dit, bah, ça va marcher pour tous ceux qui font le même métier qu'eux. Et dire, bah, en Ouais. fait, si ça a marché pour vos restos, ça va marcher pour tous ceux qui vivent la même galère. Et donc, c'est comme ça qu'est né Vélo. Donc, initialement, euh, c'était pour un besoin personnel. Mm. Et moi, mon réflexe, c'était juste de dire, Euh, si ça a marché pour vous, ça va marcher pour tous ceux qui font le même métier que vous. Vous avez une vraie connaissance opérationnelle, une vraie connaissance terrain. Vous allez parler le même langage que celui de nos clients. Et puis moi, j'ai une expérience managériale, j'ai une expérience financière pour monter un business model qui soit avec une vraie pérennité dans le temps, mettant en commun nos compétences pour monter Vélo. Et donc, c'est comme ça que ça a commencé, Vélo. D'accord, très bien. Donc c'est le projet en soi, en tout cas, et la relation aussi avec
avec tes cofondateurs, en tout cas, qui t'a donné envie de sauter le pas. Pour toi, c'était la Oui, bonne entreprise et le bon moment. c'était exactement le moment. Ça faisait un moment que je réfléchissais à mener un projet entrepreneurial et j'étais très admirative des femmes et des hommes que j'accompagnais au quotidien qui étaient porteurs de Ouais, projets ambitieux. J'avais besoin, moi, de m'accomplir, j'avais besoin de donner un sens à ma vie et entreprendre, en plus, dans une boîte qui met au service un produit de la tech pour de l'impact, parce que il est ouais, là notre défi, c'est de décarboner la livraison du dernier kilomètre, désengorger nos villes et repenser la ville de demain qu'on va ouais. laisser aux générations futures. Euh, c'est ce qui était génial, c'est de me dire, OK, non seulement c'est un projet entrepreneurial, c'est un projet impact qui a du sens et qui arrive à réconcilier ce qu'on n'a jamais réussi à faire, réconcilier exigence écologique et exigence économique. C'est une solution qui Mm. arrive à répondre à cette équation qui paraissait au départ impossible à résoudre. Totalement, oui. Oui, parce qu'effectivement, donc l'équation justement écologique, j'ai vu que les scooters, les motos, ils polluent beaucoup plus que les voitures. C'est assez énorme. Donc il y avait ce défi-là, et puis vous aviez aussi le défi du coup de construire, parce que vous êtes vous-même concepteur et constructeur de vos propres vélos électriques. Pourquoi vous avez fait ce choix? Parce que vous trouvez pas à cette époque-là, il n'y avait pas le modèle parfait qui réponde à toutes les équations dont tu viens de me parler. Alors, effectivement, Vélo, c'est une solution intégrée. C'est-à-dire qu'on a intégré toute la chaîne de valeur, de la conception du vélo jusqu'à sa location, en passant par sa réparation, sa maintenance et son assurance. Comment on en est arrivé à ce résultat-là d'intégrer toute la solution? C'est un peu notre chemin de vie. C'est un peu euh, notre expérience en ayant monté Vélo. Au départ, on souhaitait louer des vélos pour ceux qui faisaient de la livraison. Et donc, on a utilisé des vélos qui étaient existants sur le marché. Sauf que, mine de rien, un vélo pour un professionnel, ce n'est pas un vélo pour un particulier. C'est un Mmh. vélo qui a besoin de certaines caractéristiques très différentes d'un vélo pour un particulier. Moi, je pense notamment à trois choses qui vont très bien illustrer le propos. Il faut que ce soit un véhicule qui soit robuste, parce que c'est un outil de travail qui est utilisé à longueur de journée. Donc, il faut trouver un alliage pour le cadre qui soit à la fois solide et léger. Il faut une très forte autonomie de batterie, parce que autant vous, Fatima, je peux vous dire, vous allez me dire, je fais des distances domicile-travail, travail-domicile, donc je fais des courtes distances. Vous Mmh. n'avez pas besoin d'une très forte autonomie. Un livreur, lui, est sur son vélo toute la journée pour faire des livraisons. Donc on a énormément investi en recherche et développement pour trouver la bonne autonomie de batterie, qui n'était Mmh. pas une chose évidente parce qu'on a des places très limitées dans un cadre de vélo. On ne peut pas mettre une énorme caisse de batterie, des caisses très Ouais. grosses, ça reste un vélo. Donc c'était un exercice assez compliqué. Et le troisième élément, qui n'est pas dans un vélo particulier, c'est la maintenance facilitée. C'est-à-dire que nos vélos sont des utilitaires, donc suffisamment techno, mais pas trop. Des câbles faciles d'accès, pas trop de câbles apparents, un design extrêmement épuré, parce que nos techniciens font de la réparation en itinérance, donc chez nos clients, il faut que le vélo soit réparable vite et peu cher, Ouais, qui n'est pas un prérequis pour un vélo pour un particulier. totalement, oui. Le besoin n'est pas le Donc, même du tout. c'est ça. Donc tout ça mis bout à bout, on s'est dit, comme on n'a pas trouvé chaussure à notre pied, on va le On monter va de le toutes faire pièces ce venir. vélo. C'est ce qu'on a fait. Et puis après, on s'est dit, qu'est-ce qu'on aurait aimé qu'on nous propose quand ils étaient restaurateurs qu'on n'a pas pu nous proposer, et c'est d'avoir un seul et même interlocuteur. C'est-à-dire se dire toutes les problématiques liées aux flottes de livraison. Je n'ai pas envie de parler à un assureur, je n'ai pas envie de parler à un réparateur, je n'ai pas envie de parler à un constructeur, j'ai envie de parler à une seule personne qui gère l'ensemble de la chaîne de valeur. Et donc c'est là où est venu se positionner Vélo. Au début, on a externalisé notre réparation et notre maintenance, mais la réalité, c'est que la hantise de nos clients, c'est d'avoir un vélo qui est immobilisé. Oui, Autant vous, Fatima, vous pouvez prendre le métro si votre vélo est en panne. Un oui, il y a livreur, un si livreur, son ouais. vélo est en panne, c'est son outil de travail. Donc c'est inimaginable. Voilà, donc c'est tout ça mis bout à bout qui ont fait qu'on a internalisé l'ensemble du process chez nous. Et c'est ce qui aujourd'hui est apprécié chez nos clients et qui donne du Mmh. sens.
qu'on ait une solution qui a été pensée par d'anciens livreurs, d'anciens professionnels, pour des professionnels et pour des livreurs. D'accord, du coup, ça, oui, c'est relever le challenge de pouvoir combiner tout ça à la fois. Ça devait pas être facile. Ça vous a pris combien de temps? On, De temps et on a eu à peu d'investissement près aussi. entre 18 et 24 mois de R&D. Oui, Bon, entre-temps, on a commencé l'activité par des vélos existants. oui, Donc, bien sûr. Oui. on a commencé par la première phase de Vélo était de dresser un cahier des charges dans lequel Mhm. se trouvaient un certain nombre de caractéristiques et on demandait aux constructeurs existants si oui ou non ils avaient des vélos qui correspondaient aux caractéristiques que l'on avait prélistées. Euh, et donc, entre-temps, c'était les vélos qu'on commercialisait et puis on avançait en parallèle avec la conception d'une autre. Et aujourd'hui, notre best-seller, effectivement, c'est le Cube, qui est le vélo made by Vélo. Mais c'était un vrai challenge parce on est à la fois une fintech parce qu'on est des leasers, donc on fait du leasing. Mhm. On est à la fois du hardware parce qu'on produit du vélo et donc on est des industriels. Et à la fois on est une tech parce qu'on a un logiciel de gestion de flotte. Donc courir les 3 lièvres en même temps n'était pas facile. Ah oui, j'imagine bien. Puis entre-temps, en attendant que le vélo sorte, vous aviez aussi besoin de convaincre, j'imagine, vos clients sur Ouais. l'utilité de passer au vélo électrique, parce que j'imagine que le vélo, le scooter thermique, pardon, était très bien installé sur le marché, donc il a fallu faire tout un construire tout un discours pour montrer l'utilité, enfin en tout cas l'avantage de passer à son propre vélo électrique. Ben, Vélo a évangélisé le marché parce que effectivement, au début, c'était un projet fou auquel personne ne croyait. Et on nous disait comment est-ce que vous allez réussir à faire descendre des livreurs de leur scooter pour monter sur des vélos. Ouais. Et vous n'y arriverez pas parce que ils sont bien dans leur scooter, ils n'ont pas forcément envie de faire d'efforts physiques, ils ne montrent pas. Euh, notre force euh, est que Othman et Jamil soient issus du milieu et que l'on a testé les vélos dans les magasins des garçons. Venir avec un discours en disant alors effectivement nos clients ne décident pas de passer les vélos parce que c'est un outil qui est éco-responsable. C'est le dernier Oui, la dernière chose qu'ils vont cocher. Eux, ils vont regarder la pertinence économique, deux, la satisfaction client et trois, euh, la satisfaction sociale, parce que c'est quand même des salariés, il faut leur dire du jour au lendemain, vous descendez du scooter pour monter sur un vélo. Donc c'est plus ces 3 éléments qui vont être extrêmement importants. Euh, Nous, comme on a expérimenté les vélos dans leurs propres restaurants, on était capable de venir, avec des chiffres, en leur disant, on va vous faire économiser 50% par rapport à un scooter. Effectivement, un scooter coûte à peu près 250 € quand la solution Vélo coûte 100. Euh, on arrive à livrer plus rapidement le client, donc il y a une satisfaction client et un acte d'achat qui se répète parce qu'il est content d'être livré de sa pizza dans les temps. Et vous allez avoir un recrutement facilité parce que sur un scooter, vous avez besoin d'un BSR, donc un brevet de sécurité routière, qui n'est pas requis sur le vélo et n'importe qui peut livrer sur un vélo. Et donc le spectre de recrutement, il est plus élargi. Et quand on arrive avec ces 3 arguments, effectivement, on est un peu plus convaincant que si on n'avait pas cette expérience terrain qui nous donnait cette légitimité. Donc on avait une réelle légitimité. Et pour la confirmer davantage, on a d'abord commercialisé notre solution chez les restaurateurs qui avaient les mêmes problématiques que Othman et Jamil. Et ensuite, on a d'accord. élargi notre spectre d'intervention. Aujourd'hui, on va équiper des livreurs de courses, des livreurs de colis, des livreurs de plis. Et du coup, nos applicatifs sont bien plus étendus. D'accord, donc du coup, l'avantage, votre point fort, c'était vraiment effectivement de pouvoir le tester vous-même, parce que Othman et Jamil avaient eux-mêmes ces problématiques-là, donc ils ont pu faire les tests et voir les coûts économiques, en tout cas les économies qu'ils pouvaient faire et tous les avantages que ça pouvait apporter et ainsi donc les présenter aux clients. C'est ça. Donc du coup, vous les avez... c'est qui vos clients aujourd'hui? En tout cas, les premiers clients qui vous ont suivi, les plus gros?
Domino's Pizza, Pizza Hut, Flink, Getir, Cajou, DHL, DPD, Monoprix. Oui, donc c'est très, très large, quoi. Il y a des très gros clients. C'est, Nous, on part du principe euh, qu'il est aberrant de livrer des petits colis dans de grandes camionnettes ouais, qui sont vides. totalement. Et comme me disait souvent mon mentor, qui illustre bien l'idée, c'est de se dire, la ville, c'est comme la maison. On n'y rentre pas avec des chaussures sales. On laisse les chaussures à l'entrée et on met des chaussons à l'intérieur. Et demain, les camionnettes ne doivent plus rentrer dans nos villes parce que ça émet énormément de CO2, beaucoup trop de particules. Il y a beaucoup trop de sujets écologiques à prendre en compte et que les vélos cargo, les vélos tricycles, les vélos sont capables de livrer des colis euh, pas ultra méga volumineux et pas ultra méga lourds. Et que ça Oui, n'a pas de sens de livrer, quand vous faites livrer une coque de téléphone par Amazon, de se faire livrer dans une énorme camionnette, ça n'a juste pas de sens. Et il est là exactement. aujourd'hui notre défi. Notre défi est Mm. de dire, on doit placer le bon véhicule pour la bonne livraison. Alors, on ne dit pas que le vélo, c'est le meilleur véhicule pour tout. Si vous déménagez demain, vous ne pourrez pas déménager avec un vélo. Enfin, on est certain. Euh, mais remettre les bonnes pratiques et les best pratiques de livraison pour les colis qui sont transportables sur des cargos, des tricycles. Qui sont la majorité, j'imagine, en plus des livraisons, hein. Parce que des très gros colis, ça doit être, enfin, on en livrait beaucoup moins de canapés que de petits colis qu'on Oui, a l'habitude de aujourd'hui, c'est commander, rentré quoi. dans les mœurs Donc, c'est rentré et dans dans les les mœurs. habitudes des consommateurs. C'est de se faire Mm. livrer tout à moindre coût et en un temps record. Mm. Et tout le monde s'y est mis. Amazon Prime s'y est mis. Enfin, tout le monde s'y est mis. On peut se faire livrer un pot de moutarde, comme on peut se faire livrer une coque de téléphone, comme on peut se faire livrer des magazines. Enfin, Oui, puis mais il en faut dire que proportion, vous avez raison. En proportion, les petits colis, c'est la majorité des livraisons. Et c'est ce qui est le plus récurrent. C'est-à-dire que vous allez vous faire livrer un canapé peut-être une fois par an, une fois tous les 2 ans. Mais la réalité, c'est que tout le reste, vous le faites livrer à une récurrence plus proche et à un timing. plus importante. Oui. Et donc, c'est là où Vélo se place comme étant un, un provider d'une mobilité à la fois douce et efficace qui va venir soutenir la croissance de la livraison qui connaît 20% de croissance tous les ans et qui va continuer à accroître parce que demain, on va se faire livrer des médicaments. Demain, Ouais. on doit être capable de livrer des Doliprane, peu importe. Euh, on va livrer des plateaux repas à des personnes qui ont besoin d'être assistées. Enfin, il y a tellement de choses à se faire livrer. Idem, tous les artisans qui ont besoin de se développer avec un peu de poids et un peu de volume. Donc les, les, les plombiers à domicile, les infirmières libérales, Oui. Mm. euh, les, les, les agents immobiliers, donc tous ces professionnels qui ont un besoin de mobilité en agglomération bondée Mm. devront demain probablement le faire à vélo. Mm. Et vous avez vu peut-être une accélération en plus pendant la crise sanitaire de Alors, ces... c'est certain, Totalement. effectivement. Alors, il y avait une prise de conscience avant, mais le Covid a montré deux choses. A montré pendant les périodes de confinement, c'est que les métiers qui étaient à l'extérieur, c'était les livreurs. Oui, totalement. Et donc, plus de livreurs dans la rue veut dire plus de véhicules. Ça a aussi fait prendre conscience qu'il fallait des pistes cyclables parce qu'on ne voulait pas qu'il y ait tout le monde dans les métros, dans les bus, pour une question de distanciation sociale. Euh, Oui. donc, il y a eu beaucoup plus de gens qui ont emprunté les vélos, mais qui étaient en insécurité parce que les infrastructures n'étaient pas dédiées. Donc, il y a eu les coronapistes qui sont ensuite devenus, euh, qui sont restés après la période de la crise sanitaire. Mais effectivement, la crise sanitaire a fait prendre conscience de l'importance d'équiper les livreurs correctement, parce que la réalité, c'est qu'ils ont un métier qui est compliqué, Oui. très pénible,
et qu'on doit leur permettre d'avoir le bon outil pour faire leur livraison. Ils doivent pas être sur des Véligo, des vélos mécaniques, enfin, il faut qu'ils soient sur des vélos qui soient pensés pour leur confort. Exactement, ce qui n'était pas fait à la base. On n'avait jamais pensé justement à ça au départ quand on a vu toutes ces entreprises qui font de la livraison, que ce soit restauration ou autre, c'est un outil très important puisqu'ils doivent avoir leur outil comme n'importe quel métier. C'est vrai que ça n'avait jamais été pensé, je pense, au tout départ, quoi. Donc là, c'est vraiment une solution qui répond à un besoin d'une profession qui est en pleine expansion et qui a besoin de son outil et pour travailler et en même temps, c'est un impact environnemental, c'est encore mieux. Qui est en pleine mutation. Avant, ce métier, c'était un peu un métier opportuniste. C'est-à-dire qu'on le faisait en complément d'un autre métier ou des étudiants. Mais c'est devenu un métier à part entière aujourd'hui. Les coursiers et les livreurs, c'est des métiers. Ce n'est plus un métier d'appoint, ce qui était le cas avant. Aujourd'hui, c'est plus le cas. Tellement. Et aujourd'hui, Vélo, pardon, c'est combien de vélos et quel impact ça a eu en termes d'économie de carbone? Alors, Vélo, c'est 4000 vélos en circulation. Dans 4 villes de province hors Paris, donc Lyon, Lille, Bordeaux, Marseille. C'est 40 millions de tonnes de CO2 en moins. C'est énorme. Ouais. Et nos vélos ont parcouru plus de 110 fois l'aller-retour Terre-Lune. Terre-Lune, ah oui. Nos vélos font quasi 1000 km par mois. Ouais, quand même. On a des vélos qui ont dépassé les 10 000 km au compteur. Mais parce qu'ils sont sollicités toute la journée. Aujourd'hui, avant, on se faisait livrer de la pizza ou peu importe, et il y avait un shift du midi et un shift du soir. Donc les distances, elles étaient plus limitées. Aujourd'hui, on se fait livrer tout. Donc les temps d'utilisation du vélo, elle est plus importante. Donc ça commence à très tôt le matin à 7h et ça finit très tard le soir à minuit. Ça peut même aller plus loin pour les startups qui font de la livraison jusqu'à 4h du matin de boissons, etc. Donc le vélo est vraiment sollicité toute la journée. Donc, on fait énormément de kilomètres et c'est ce qui justifie l'économie de CO2 parce que si c'était pas avec nos vélos, ça aurait été fait avec des scooters. Effectivement. C'est quoi, sur ces 2 années d'existence, c'est quoi les moments les plus difficiles que vous avez eu à traverser? S'il y avait un moment un peu particulier qu'il fallait relever? Moi, personnellement, ou vélo? Les deux. Ah. Moi, personnellement, c'est hyper compliqué d'être à la jonction de 2 métiers très masculins. Celui de la mobilité. C'est ce que j'allais te poser comme question parce que je pense qu'on rencontre peu de femmes dans le domaine de la mobilité, de la livraison. Comment toi, tu as réussi justement à t'imposer et c'était quoi le plus compliqué dans ce effectivement, c'est métier-là? hyper compliqué. Alors, il n'y a pas que la mobilité. Il y a la mobilité et la supply chain, la logistique. Ouais. La logistique est un métier d'homme et la mobilité est un métier d'homme. Donc, c'était hyper compliqué pour moi au départ. Alors, il y a un gros travail sur soi à faire. J'ai dû me former à la mécanique, comprendre les composants d'un vélo, les différentes pièces détachées. Alors, parce que le premier réflexe de l'interlocuteur, c'est de challenger techniquement sur le vélo, alors que ce n'est pas le plus important, n'est pas la technicité du vélo, mais plus la gestion des hommes. Parce que le premier rôle qu'on demande à une CEO, c'est d'être la chef d'orchestre de toute l'équipe. Aujourd'hui, on est 40 collaborateurs, donc il y a 40 personnes à gérer. C'est avoir une vision, avoir une stratégie, monter un business model qui soit pérenne et avoir une croissance qui ait du sens. C'est plus ce qu'on demande d'une CEO. Néanmoins, la première réaction d'un homme dans le métier de la mobilité et de la supply chain, c'est de venir me challenger sur les caractéristiques du vélo. Ok, soit c'est peut-être la première qui voit.
Et C'est donc, pour j'ai dû me titiller, former ça. à ça. Non, et c'était hyper Ouais. drôle. Du coup, maintenant, je connais les freins mécaniques, hydrauliques, à tambour, enfin, voilà, toutes les technicités d'un vélo. Mm. Euh, Pareil, je demande à mes équipes d'aller faire de la réparation en itinérance. Donc, j'ai appris à faire une crevaison en extérieur. Euh, pour aussi, et c'est aussi dire, je ne peux pas imposer un rythme si celui-ci est intenable. Donc, il faut que d'abord je le Mm. teste moi-même pour savoir si c'est tenable ou pas. Donc, ça m'a demandé énormément de. Enfin, j'ai regardé plein de tutos. Forcément, je me suis formée. Ouais. Euh, la bonne chose, en revanche, c'est que comme c'est quelque chose qui est peu présente dans ce métier-là, d'avoir des femmes, j'entends, beaucoup d'hommes sont du coup très à l'écoute de ce que j'ai potentiellement à dire, parce que j'ai probablement une vision ou un recul différent. Mm. On dit d'ailleurs souvent que l'homme et la femme sont complémentaires et je le pense sincèrement sur différents aspects, sur différentes activités. Et c'est ce qui nous rend très complémentaires avec Othman et Jamil, c'est que on se complète souvent et on a des visions souvent différentes. Mais du coup, c'est hyper Ouais. drôle parce qu'en s'écoutant, on se dit ah j'ai pas pensé à ça et puis moi non plus j'ai pas pensé à ça. Du coup, ça ouvre le débat et ça ouvre les discussions. Donc voilà, mais après c'est le jeu. Hein, ça n'aurait pas été challengeant et amusant s'il n'y avait pas de difficulté. Bah oui. On apprécie la victoire quand elle est difficile. On apprécie beaucoup moins la victoire quand elle est facile. Donc, je suis très contente que Vélo soit devenu leader sur le marché de la mobilité pour les professionnels de la livraison avec une femme à sa tête. Alors, je suis extrêmement fière de ça. Euh, et j'incite toutes les femmes qui veulent entreprendre. Déjà, entreprendre en soi, c'est difficile, que ce soit une femme ou un homme. Mm. Entreprendre quand c'est une femme, c'est encore plus compliqué. Maman, j'en parle pas. Puis en Euh, plus, oui, t'es maman, donc ça ouais, va, t'as réussi ouais, je à suis trouver un maman de deux équilibre petites entre filles. tout Ouais, c'est ça. ça. Tu as Mais c'est réussi quand à même trouver un chouette de équilibre. voir dans les yeux de ses enfants une fierté aussi. Donc, c'est Ouais. hyper. Il y a une vraie satisfaction. Donc, ça, c'est la difficulté que j'ai eue moi en tant que femme entrepreneur. La difficulté qu'a eu Vélo en tant qu'acteur de la transition écologique, c'est le time to market. C'est vraiment cette période d'évangélisation, de rester euh, euh, beaucoup de résilience euh, qui nous a été nécessaire parce qu'au départ, c'était pas simple. Et aujourd'hui, ça paraît une évidence. Mais avant, ça ne le paraissait pas. Ça ne Mm. l'était pas en tout cas. Et la vie d'une entreprise, enfin, elle est pleine de difficultés. Et je pense que ce qui fait d'une boîte qui continue à construire son avenir, c'est d'utiliser ces difficultés pour être une force. Mm. Totalement. Puis j'ai vu aussi que vous vous déployez aussi dans d'autres pays. Donc Ouais. c'est votre ambition en tout cas, c'est de le proposer partout, là où il y a des grandes villes, pour justement apporter une solution à tous ces livreurs dans ces métiers-là. Vous étiez en Italie et Espagne, ou c'est déjà fait ou ça va être fait en fait? Alors, effectivement, on part du principe que les problématiques de la livraison du dernier kilomètre ne sont pas limitées à la France. C'est-à-dire, les difficultés qu'on connaît en Totalement. agglomération bondée sont les mêmes partout ailleurs. Donc, on a une solution qui est exploitable partout dans le monde Mais ça, et c'est qui un fait du autre bien. défi en plus, hein, de s'internationaliser aussi, hein, C'est ça. parce que Là, on a 3 pays à ouvrir dans l'année. On est en train d'ouvrir l'Espagne et le Maroc de manière assez concomitante. Et dans la foulée, on enchaîne avec l'Italie. Euh, donc c'est un vrai défi. C'est un vrai défi parce que les cultures sont différentes. ouais. La maturité du marché est différente. Euh, les problématiques de la livraison, de la logistique sont là, les problématiques de la mobilité verte sont là, mais on n'est pas au même momentum dans chacun de ces pays, donc il faut être extrêmement vigilant de le faire. Euh, Souvent, on confond vitesse et précipitation. Euh,
Donc on y va tranquillement dans les temps qu'il faut, sans aller trop vite, sans aller trop lentement, parce qu'il faut effectivement être les premiers pour aller catcher le marché avant tout le monde. Mmh. Oui, comme tu disais, la maturité est pas pareille. Si on prend par exemple le Maroc, il y a beaucoup, beaucoup de scooters, donc mais il y a une volonté en tout cas du royaume, dans tout ce qui est question environnementale, écologique, de jouer un rôle là-dessus. Donc après, c'est aussi changer les mentalités. Ça demande du travail. Ouais. C'est le grand défi. Et les données sont pas les mêmes. Comme tu as pris l'exemple du Maroc, est un très bon exemple. Donc nous, on est effectivement convaincus que le Maroc est extrêmement précurseur sur tous les sujets de développement durable, de transition écologique, et de nombreux exemples vont dans ce sens. Néanmoins, la particularité qu'a le Maroc des autres pays que l'on adresse, ce sont les distances. Ce sont des villes qui sont extrêmement étendues. Ouais. Et où potentiellement le vélo a besoin de caractéristiques différentes, encore une fois. Parce que au lieu de faire les distances moyennes parcourues par nos vélos en agglomération urbaine en France ou en Europe sont en moyenne de 5-6 km. Au Maroc, ça sera potentiellement des distances plus longues. Ouais. Donc c'est une autre configuration du vélo. Donc toutes ces particularités pays, enfin, je veux dire, c'est pas un modèle qu'on exporte et c'est un plugin. Non. Oui, je vois. C'est Il y vraiment, a il des faut adapter caractéristiques le produit et en fonction du effectivement, pays. adapter le produit, adapter le service. Au Maroc, on a des auto-entrepreneurs, ce ne sont pas des livreurs qui sont salariés. Donc, c'est eux qui s'équipent par leurs propres moyens. Donc, c'est encore une fois une démarche qui est différente. Et du coup, il faut être très précautionneux. Oui, je comprends. C'est un autre défi. Hein. Et très bien. Qu'est-ce que tu as pu apprendre, toi, en tant que chef d'entreprise? Est-ce que tu ne faisais pas des choses que tu ne faisais pas avant et qui t'ont demandé un grand effort quand tu t'es lancé dans l'entrepreneuriat? Ne pas avoir la tête dans le guidon, alors ça marche très bien avec le vélo. J'ai essayé d'utiliser une autre expression, mais c'est trop bien. L'expression est bien sortie. Elle est bien. Voilà, c'est ça. Ce que j'ai appris à faire et que je continue à apprendre à faire parce que je ne sais pas bien le faire, c'est savoir déléguer. Quand on est un peu chef d'entreprise, on a envie d'être partout, d'être au courant de tout et de tout gérer. Sauf qu'on ne peut pas. C'est physiquement, temporellement, ça c'est juste impossible. Donc savoir déléguer et de dire je délègue telle tâche parce qu'en face de moi j'ai une personne dont j'ai confiance, qui va mener la tâche à bien du début jusqu'à la fin, etc. C'est quelque chose qui est extrêmement compliqué pour un chef d'entreprise, parce que il faut aussi avoir en tête que la création d'une boîte, c'est un peu notre bébé, hein, c'est un enfant en plus dans la famille. Et on a du mal à laisser nos enfants être gardés par d'autres. Et ben c'est la même chose. C'est difficile de donner sa boîte à gérer ou par d'avoir une personne une tiers. activité. C'est extrêmement compliqué. Mais il faut le faire parce qu'on n'est pas le meilleur partout. Il faut savoir s'entourer avec les bonnes compétences, d'avoir des key people dans l'équipe et se dire ok, moi le market j'y comprends absolument rien, donc je donne ça à quelqu'un d'autre. Je peux avoir un avis différent, mais confrontons les avis, c'est toujours important. Donc je dirais que c'est, je pense, l'élément le plus important que j'ai eu à apprendre à faire que je ne savais pas faire avant. Un truc un peu féminin, donc de tout vouloir maîtriser aussi. C'est ça. Ouais, ça doit être ça. Ouais. Probablement, ça doit être féminin. Ouais. De notre côté, on veut maîtriser et la maison et le travail et tout en même temps, quoi. On veut que rien ne nous échappe. Voilà, faut accepter qu'on peut pas tout maîtriser en fait. Ouais, complètement. D'ailleurs, toi, tu as trouvé un équilibre entre ton travail, la maison, enfin les enfants, pardon, Écoute, le travail, c'est devenu un élément à part entière dans la famille. Enfin, du coup, oui, j'imagine. Voilà. En plus, donc, mon mari et moi sommes dans l'aventure entrepreneuriale, dans cette aventure Vélo. Donc, on pense Vélo, on réfléchit Vélo, on dort Vélo, on boit Vélo, on mange Vélo. Ce que j'allais dire, c'est pas beaucoup de coupures en fait.
Il n'y a pas de coupure, mais c'est dans une bonne dynamique, c'est-à-dire ça n'est pas non plus impactant dans mon bien-être personnel, bien au contraire. Mais oui, c'est-à-dire on s'est coupé quand il faut couper. Mais encore une fois, c'est cette capacité de pouvoir déléguer qui nous permet de couper, autrement on ne le ferait pas. Tout ça. Donc c'est assez lié finalement. Plus on apprend à déléguer, plus on donne du temps à notre vie personnelle. L'importance de déléguer pour avoir plus de temps aussi, parce que c'est important de le prendre aussi, pour pouvoir être plus performant en tout cas. Sinon, on s'épuise. C'est ça. Merci beaucoup. Merci Asma. Je vais te poser les dernières questions que je pose habituellement dans l'interview. Quels sont tes prochains défis pour l'année 2022? Alors que notre déploiement à l'international réussisse et que ce soit un vrai succès. Aujourd'hui, on est en train d'étaler notre gamme pour faire du tricycle et du cargo et venir justement décarboner cette livraison du dernier kilomètre est un vrai challenge pour nous. Mais je pense que le plus gros défi pour nous cette année, c'est de continuer à embarquer des talents avec nous. Parce qu'il y a une satisfaction business, c'est sûr, mais il y a aussi une satisfaction humaine. On est ravis d'embarquer autant de monde avec nous qui croient en notre projet, que ce soit nos collaborateurs, nos investisseurs, nos partenaires, et de pouvoir fédérer tous ces gens-là autour d'un projet commun. C'est juste génialissime et j'aimerais qu'on puisse continuer à le faire parce que plus on grossit, moins c'est facile de fédérer tout le monde parce qu'il y a moins de proximité forcément. Donc ça va être notre vrai challenge, c'est de grandir tout en gardant notre taille, notre dimension humaine. Tu dis satisfaction économique parce que vous avez atteint, j'imagine, le chiffre d'affaires, ce que vos objectifs? Alors oui, on a fait une croissance de x7 entre l'année dernière et cette année, donc on est hyper content. On avait un peu moins de 300 vélos l'année dernière quand on en a aujourd'hui 4000. Donc il faut effectivement, il faut qu'on continue à avoir ce même rythme de croissance, à l'absorber correctement, parce que la croissance peut être aussi un danger. Ne pas subir une croissance exponentielle, c'est un défi en soi. Avoir une croissance modérée, maîtrisée, parfois est plus raisonnable qu'avoir une croissance exponentielle où beaucoup de choses sont laissées de côté c'est pas forcément une bonne chose. Donc effectivement, c'est un excellent défi. C'est d'absorber correctement la croissance qui n'est pas simple à prendre. Ne pas se laisser dépasser par celle-ci. Exactement. Est-ce que tu as un ou plusieurs conseils à donner à une femme justement qui se lance dans l'entrepreneuriat ou qui est au tout début et qui se pose des questions? J'ai peut-être 3 mots ou 3 conseils à donner. Croire en ses convictions, en ses rêves, et se dire qu'on est capable de le faire et qu'il n'y a aucune raison qui nous empêcherait d'y arriver. 2, être endurante. Il faut de l'endurance. L'entrepreneuriat n'est pas un sprint, c'est un marathon. Et 3, beaucoup de sororité. Être fier d'être une femme entrepreneur. Nous n'avons rien à envier aux hommes entrepreneurs. C'est certain. On a toute notre place. Il faut juste savoir la marquer correctement. D'accord. Justement, tu as une femme dans le paysage entrepreneurial qui t'inspire? Il y en a tellement. Il y a tellement de femmes. Alors, entrepreneurs ou pas. Oui. Il y a des politiciennes, des écrivaines, des philosophes, des scientifiques, et effectivement aussi des entrepreneurs qui sont elles sont toutes inspirantes les unes que les autres. Je ne vais pas faire de la discrimination pour en citer une parce que je pense qu'il y en a énormément. Il y en a beaucoup.
moi, j'ai été beaucoup inspirée par l'une de mes mentors que j'ai eue chez UI, qui m'a souvent poussée à en croire en mes projets. Euh, mais pour le coup, effectivement, c'est hyper important d'avoir un mentor, d'avoir quelqu'un à qui on peut se confier, dire les difficultés qu'on rencontre, prendre conseil, se faire accompagner. Alors, ça, Mm. c'est certain. J'ai oublié de le dire, mais la pire chose qui peut arriver pour un entrepreneur, homme ou femme, c'est d'être un entrepreneur solitaire. Ouais. C'est tellement un exercice difficile que si on le fait seul, sans avoir un soutien moral à côté, c'est hyper compliqué. Mm. C'est la première chose qu'il faut faire, c'est trouver un compagnon de guerre, un compagnon de D'accord. combat. Sinon, ça risque l'expérience entrepreneuriale risque d'être courte. D'accord. Donc, tu veux dire trouver quelqu'un, un mentor, quelqu'un avec qui, à qui on peut se confier à chaque difficulté ou quand on se pose des questions, c'est important. Surtout quand Bien on sûr. entreprend seul, en fait, c'est encore plus Ah difficile, oui. quoi. Ah oui, oui. Il y a Moi, je rien suis de très, pire. très contente d'être avec mes copains, enfin, avec Otman et Jamil. Ouais. Quand quelqu'un a le moral moins bon tel jour, il y en a toujours un autre pour lui relever le moral. Et je veux dire, Mm. c'est quand même une dynamique qui est hyper importante. Être seul, c'est pas facile à Ouais. gérer. Bah oui. Ouais, ouais. Ouais, oui, c'est ce qui revient souvent avec les femmes que j'interviewe quand elles sont seules. C'est vraiment la solitude, en fait, Ouais. qui est le plus difficile à gérer. Totalement. Est-ce que tu as un maxime, un proverbe qui t'accompagne? Oula. Une maxime qui m'accompagne. Peut-être une Alors, phrase qu'on t'a souvent dit? ouf, il y en a une qui marche plutôt bien, surtout dans le monde du vélo, qui dit, alors je ne veux pas l'écorcher, donc je vais la dire correctement. Si tu me donnes 30 secondes. Oui, oui, vas-y. Alors, qui dit, ceux qui font du vélo savent que dans la vie, rien n'est jamais plat. Donc, ceux qui font D'accord. du vélo savent que dans la vie, rien n'est jamais plat. Dans notre activité, ça a beaucoup de sens dans le vélo, mais dans la vraie vie, ça a du sens. Rien n'est jamais plat. Ouais. Ouais. Rien n'est jamais plein, il faut toujours continuer à remplir, mais ça sera jamais plein non plus. Exactement. Il y aura toujours des choses à faire. C'est ça. Est-ce que tu as un livre, un podcast ou documentaire que tu recommandes souvent? Alors, ça va peut-être faire un peu neuneux. J'aime bien le reportage qui était sur la, euh, oh, zut, trop de mémoire. La femme de l'ex-président des US. Ah, Michelle Obama? Exactement. J'adore son bouquin et j'adore le reportage qui se trouve sur Netflix, Devenir, euh, le livre. qui est extrêmement fort en message pour les femmes. Mhm. Totalement. Oui, j'ai lu son livre Devenir. Donc, où elle raconte tout son Magnifique. parcours avant d'arriver jusqu'à la Maison Donc, Blanche. Ouais. Michelle Obama, son bouquin, comme le reportage qu'il y a sur Netflix, est incroyable. D'accord. Bah, je vais regarder. J'ai pas vu sur Netflix le documentaire. J'ai juste lu le livre, mais je vais regarder. Je Ouais, pense que ça doit être il est super top. intéressant aussi. Il est top. Bah, merci beaucoup. Asma, si on veut t'écrire, ça se passe où? Sur LinkedIn, sur Instagram, sur mon mail. Donc mon mail, c'est mon prénom, point, mon nom, donc asma.shakir.alaoui@vedivelo.com. D'accord, bah merci de m'avoir accordé du temps, merci pour cette interview, c'était super intéressant. Merci à toi. Je te laisse le mot de la fin. C'est un petit Euh, message. le mot de la fin, de belles initiatives comme celle-ci de New Women in Business sont clairement des initiatives à soutenir. Donc, je suis hyper contente d'avoir été sollicitée pour faire part de mon expérience. Si ça peut aider qu'une personne, qu'une femme qui se pose des questions sur sa capacité à entreprendre, je suis extrêmement heureuse parce que plein d'initiatives individuelles
collectivement, ça fait quelque chose d'énorme. Donc voilà, je suis hyper contente d'avoir pris le temps pour vous parler et pour partager avec vous l'expérience que j'ai eue. D'accord, ben merci beaucoup et puis je te dis à très vite. À très vite, merci Fatima. Ciao. Vous êtes encore là ? Ne partez pas. Si vous avez écouté l'épisode jusqu'au bout, c'est que l'interview vous a forcément plu. Sachez, en tant qu'auditeur, que vous avez un rôle important à jouer. Vous pouvez faire en sorte que le podcast continue et s'améliore. Mais pour cela, j'ai besoin de votre aide. Et pour ce faire, rien de plus simple. Il vous suffit de prendre une toute petite minute pour noter et commenter l'épisode sur iTunes. C'est vraiment pas grand-chose, mais c'est tellement important pour moi. Je vous invite aussi à vous abonner à la newsletter sur le site de newwomanboss.fr pour rester au courant des derniers épisodes. Et sachez que je suis à votre disposition pour échanger. Vous pouvez me retrouver sur Instagram ou sur LinkedIn. Merci encore d'avoir écouté l'épisode jusqu'au bout et je vous donne rendez-vous la semaine prochaine avec une nouvelle invitée. Très belle semaine à vous!